Dans cette vidéo, on va parler de panne de moteur, que ce soit un moteur à piston d'avion léger, un turbopropulseur ou un réacteur d'avion de ligne ou d'affaires. Je vais évoquer la probabilité que la panne arrive et la gravité potentielle de cette panne. A tout de suite. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. Et sur cette chaîne, je vais parler évidemment d'aviation. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, et bien sûr à liker, à commenter et à partager les vidéos. Alors dans cette vidéo, on va parler de panne moteur ou réacteur. Pour évaluer le risque qu'elle présente, il faut se poser deux questions. Quelle est la probabilité que la panne survienne et quelle serait la gravité des conséquences de cette panne? On mesure ainsi sa criticité. Est-ce que cette panne serait critique ou non? C'est un schéma qui est utilisé en aviation et dans beaucoup d'autres domaines. Voici un tableau pour résumer. Dans cet exemple, qui n'est pas aéronautique, on estime qu'une panne qui serait grave mais très improbable ne nécessite pas de réduction du risque. C'est la même chose pour une panne probable mais dont la gravité est faible. Ce sont deux des carrés en blanc. Par contre, en rouge, une réduction du risque est nécessaire. On découpe souvent ce type de tableau avec davantage de couleurs, par exemple pour le risque faible, moyen, fort ou inacceptable. Intéressons-nous d'abord à la probabilité de la panne. Elle dépend de beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va s'intéresser qu'aux critères liés au moteur lui-même. Alors la fiabilité a évidemment beaucoup augmenté depuis les débuts de l'aviation. Dans le temps, les pilotes de ligne étaient régulièrement exposés à une panne moteur. Aujourd'hui, on peut passer sa carrière entière sans en connaître une seule. La fiabilité dépend du type de moteur. Une turbine, que l'on retrouve à la fois dans les turbopropulseurs et dans les réacteurs, est beaucoup plus fiable qu'un moteur à piston qui équipe, comme vous le savez, les avions d'aéroclub notamment. Les chiffres varient selon les études, mais pour donner un ordre de grandeur, en 2016, le taux de panne de la turbine PT6 de Pratt & Whitney, qui est une des plus répandues, était presque 100 fois moins important que le taux de panne sur moteur à piston qui était donné dans une étude du Bureau australien d'enquête. 0,15 pannes toutes les 100 000 heures pour la turbine, contre 14 pour le moteur à piston. Intéressons-nous maintenant aux conséquences d'une panne. Elles dépendent aussi en partie du type d'avion, en particulier évidemment du nombre de moteurs. S'il n'y en a qu'un, la gravité est forcément beaucoup plus importante que s'il y a deux moteurs ou plus. Dans le premier cas, l'avion devient un planeur, il se met en descente et forcément il finit par rejoindre le sol dans un délai plus ou moins long en fonction de son altitude et de sa finesse, c'est-à-dire de la distance horizontale qu'il peut parcourir en fonction de sa hauteur par rapport au sol. Il doit donc se poser où il peut. C'est le cas pour les monomoteurs à piston, mais aussi pour un monoturbopropulseur comme le TBM 900 ou comme le Pilatus PC-12, ou pour un monoréacteur comme par exemple le Cirrus Vision, même si, comme on l'a dit, le risque de panne pour ces deux derniers moteurs est beaucoup plus faible qu'un moteur à piston. Si c'est un multimoteur maintenant, la gravité de la panne est évidemment moins importante en théorie. Pour les bimoteurs à piston léger, beaucoup de pilotes estiment qu'une panne est souvent plus grave qu'elle ne le serait sur un monomoteur. Mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo de ce cas de figure particulier. Par contre, pour les avions plus gros, on va dire les avions commerciaux pour simplifier, la gravité de la panne est bien sûr bien moindre en raison de la présence de plusieurs moteurs. Sauf évidemment si tous les moteurs tombent en panne. La probabilité est certes très faible, sauf si la cause des pannes est la même. C'est arrivé à plusieurs reprises, par exemple à plusieurs 747, à un TriStar ou encore à l'A320 de l'Hudson. Vous pouvez regarder la vidéo dans laquelle je parle de ces cas de figure, je vous mets un lien en dessous dans la description de la vidéo. La panne d'un seul moteur peut aussi suffire à provoquer un accident. On l'a vu dans le cas de l'ATR à Taïwan en 2015 ou du Boeing 737 de British Midlands en 1989. Dans les deux cas, les pilotes ont coupé le mauvais moteur, celui qui fonctionnait toujours. Un autre critère de gravité de la panne, c'est l'endroit au-dessus duquel se trouve l'avion. La gravité d'une panne moteur d'un monomoteur au-dessus d'une zone dégagée est relativement limitée. L'avion se posera dans un champ, comme sur ces photos, d'un PA-28, dont un cylindre a fait des siennes au-dessus de la région parisienne. Si l'avion est à basse altitude, au-dessus d'une forêt, ou alors s'il est au-dessus de la mer, les conséquences ne sont évidemment pas les mêmes, les risques de blessures, voire de décès, sont nettement plus élevés. Aux commandes de monomoteurs à piston, j'ai traversé, comme beaucoup de pilotes, plusieurs fois la Manche, je suis allé plusieurs reprises dans les îles anglo-normandes, je suis également allé plusieurs fois en Corse, et puis j'ai traversé la Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique,
notamment une traversée entre l'Égypte et la Crète de plus de 2 heures, et je dois vous avouer que je ne suis pas fan du tout du survol maritime en monomoteur à piston. Quand je vais à l'île-Dieu, par exemple, je monte suffisamment pour rester à portée de la côte en planée d'un côté ou de l'autre, sauf bien sûr quand la météo ne le permet pas parce que le plafond nuageux est trop bas. Beaucoup de pilotes d'avions légers ne s'inquiètent pas vraiment des conséquences d'une panne moteur au-dessus de la mer, par exemple quand ils vont en Corse. Ils se rassurent avec cet adage qui dit « le moteur ne sait pas qu'il est au-dessus de l'eau ». Sous-entendu, il n'y a pas plus de risque que le moteur tombe en panne au-dessus de l'eau qu'au-dessus de la terre ferme, ce qui bien sûr est vrai. Dans notre tableau, on voit que le point serait au même niveau sur l'axe de la probabilité de la panne dans les deux cas. Par contre, il ne serait pas du tout situé au même endroit sur l'axe de la gravité des conséquences en cas de panne. En effet, un amérissage est toujours risqué. Il faut qu'il se passe bien, que l'avion ne se retourne pas, il faut que les personnes en place avant ne risquent pas d'être assommées par un éventuel choc contre le tableau de bord, il faut que tout le monde arrive à évacuer l'avion avant qu'il ne coule, et ensuite qu'il soit retrouvé par les secours avant que l'hypothermie ne les tue ou que les requins ne les bouffent. C'est ce qui a bien failli arriver, et là je parle de l'hypothermie, pas des requins, aux 6 occupants d'un Cessna qui avait améri dans le golfe de Porto, en Corse donc, en 2009. Et à ce sujet, je vous conseille le livre qui raconte cette histoire. L'auteur est un pilote d'Air France et il a rencontré les différents protagonistes, le pilote qui est un de ses collègues, les passagers, des membres des services de secours, notamment de la sécurité civile. C'est passionnant, ça se lit comme un roman et ça permet de mieux voir quel est le risque d'une panne moteur au-dessus de l'eau. Je vous le conseille et je vous mets un lien vers le livre dans la description de la vidéo, encore une fois en dessous. Suite à cet accident, qui a confirmé que les conséquences d'une panne moteur au-dessus de la mer pouvaient être mortelles, j'ai décidé de réduire les risques en cas d'amérissage, notamment quand je vais en Corse. Après avoir contacté la sécurité civile, j'ai acheté un sifflet et un miroir de signalisation pour moi et pour chacun de mes passagers. J'ai acheté des fusées rouges, de la fluorescine, c'est cette substance qui va réagir avec l'eau de mer pour former une large tache de couleur à la surface autour des naufragés et donc faciliter leur repérage. Et puis j'ai un sac étanche dans lequel je mets un téléphone, un GPS et une radio aéro. J'ai aussi traversé la Méditerranée à plusieurs reprises en monoréacteur et puis en TBM 900. Et même si le risque de panne est bien moindre, on en a parlé, j'étais très attentif sur cette période où on ne peut pas atteindre la côte ni d'un côté ni de l'autre. En particulier pour le retour d'Algérie en TBM qui s'était fait de nuit, ce qui aurait rendu évidemment un amérissage encore plus risqué que de jour. Et puis il y a le cas de la montagne. En monomoteur, ça limite beaucoup les zones où on peut atterrir en planée. Et même en multimoteur, ça peut être gênant. Par exemple, un bimoteur léger à piston peut avoir une altitude de rétablissement, c'est-à-dire celle à laquelle il pourra arrêter la descente et se mettre en palier sur un seul moteur, qui serait plus basse que les sommets. Et il a souvent une vitesse assez faible, donc il mettra plus de temps à quitter la zone où cette altitude de sécurité serait plus élevée que celle à laquelle il peut se maintenir en palier. Et s'il met plus de temps à sortir de cette zone qu'à atteindre l'altitude des sommets, eh bien c'est l'accident. Les Pyrénées et les Alpes ne sont en général pas un problème pour les avions de ligne ou les avions d'affaires à réaction. Leur altitude de rétablissement est souvent supérieure au Mont Blanc et leur vitesse fait qu'ils quitteraient très rapidement cette zone éventuellement dangereuse. Ça peut être évidemment plus problématique dans l'Himalaya par exemple. Voilà pour cette vidéo sur la probabilité et les conséquences d'une panne moteur. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo et bien sûr à liker, à commenter et à partager cette vidéo. À vendredi prochain!